Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 13e épisode de Koh Lanta, les 4 terres. Alors c'était le dernier épisode avant la finale et on a eu un épisode pour ces demi-finales donc assez sympathique, je dois l'avouer. Même s'il était plutôt prévisible, on a enfin eu des aventuriers qui ont pris leur destin en main et qui ont osé casser ce duo Lola-Angélique qui était si dangereux en vue de la dernière ligne droite et notamment en vue des poteaux. Et donc c'était vraiment intéressant de voir enfin ces aventuriers, notamment les 3 garçons, se liguer pour enfin prendre leur destin en main et mener une stratégie avec succès jusqu'au bout. Enfin, on a pu voir un peu un retournement de situation avec des aventuriers qui étaient au bottom, donc qui étaient plutôt mal positionnés et qui ont pris leur destin en main pour justement retourner le jeu, même si c'est tout de même un peu tard. Alors, en l'honneur de cet épisode un peu spécial, on va revenir cette fois sur les 8 points à retenir de cet épisode, à commencer par un premier point dont j'avais déjà parlé lors des précédents débriefs, mais là on est à un niveau d'irrespect franchement de la part de TF1 et d'ALP qui est sans commune mesure je crois dans les saisons précédentes de Koh Lanta. C'est quasiment inédit dans l'histoire de Koh Lanta, avec une Ava qui a été encore coupée au montage. On n'a pas vu, contrairement à tous les autres aventuriers sortis jusqu'ici depuis la réunification, on n'a pas vu son arrivée au jury final. Et franchement, je trouve que c'est un manque de respect profond de la part d'ALP et de TF1 de couper à ce point Ava au montage. Je ne comprends pas. Si on avait le moindre doute sur le fait que c'était sciemment que la production avait décidé de couper Ava, je pense que ces doutes ont été vraiment balayés lors de cet épisode, puisque c'est la seule à ne pas avoir bénéficié justement de ces 1 ou 2 minutes de jury final, justement d'arriver à la résistance du jury final. Et on avait eu des aventurières comme par exemple Jodie qui pourtant avait été assez invisible, notamment sur la deuxième partie d'aventure qu'on avait très peu vue et pourtant pour laquelle on avait eu cette séquence du jury final. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas seulement lié au fait qu'on voit plus ou moins l'aventurier, non, c'est vraiment spécifiquement Ava qui a été ciblée, plutôt qui a été cachée complètement par le montage. Et là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, enfin, si on peut s'exprimer ainsi. Vraiment, je plains Ava. Je me demande même comment elle va réagir lors de la finale en direct ou en pseudo-direct. Est-ce qu'elle va parler justement de son malaise vis-à-vis de ce montage vraiment où elle a été quasiment inexistante. Est-ce que Denis va même oser l'interroger lors du direct? Je n'en suis même pas certain. Et franchement, je trouve que c'est vraiment dommage. Certes, Ava n'était sans doute pas le profil le plus intéressant cette saison, mais elle avait, je pense, tout de même des choses à apporter à la saison, et l'avoir autant coupé dans le montage, je pense que c'est franchement un manque de respect, et surtout, je compatis beaucoup avec Ava, qui je trouve a été complètement oubliée cette saison, et je comprends que la production doit faire des choix éditoriaux, il est normal que certains candidats soient plus montrés que d'autres, mais il y a des limites, et je pense que là on a franchi une limite qui n'avait jamais été franchie dans l'histoire de Koh Lanta, c'est-à-dire le fait de complètement cacher une aventurière, et pour le coup je pense qu'Ava est loin d'être le profil type des aventurières qui sont d'habitude camouflées par le montage, c'est-à-dire des aventurières qui sont, ou des aventuriers d'ailleurs, qui sont assez peu visibles, qui ont une personnalité finalement assez peu intéressante, donc qui peuvent être un peu des erreurs de casting. Je ne pense pas que c'était le cas d'Ava cette saison, je pense qu'elle était bien plus intéressante que ce qu'on nous a montré d'elle, et donc franchement c'est très dommage de l'avoir camouflé comme ça au montage. C'est vraiment inédit, on n'a jamais eu une candidate aussi invisible dans l'histoire de Koh Lanta, et avoir certes, des candidats plus ou moins montrés, ça fait partie du jeu, mais des candidats complètement invisibles, je pense que c'est franchement une faute professionnelle de la part des monteurs de l'émission. Après ce petit coup de gueule, on va arriver justement dans le cœur de l'épisode avec l'épreuve de confort, cette épreuve des flèches brisées comme l'a nommé Denis Brognard dans cet épisode. Et ça va être intéressant justement, je pense, d'analyser un peu cette épreuve. On va pas mal s'attarder sur cette épreuve qui a été encore cette année pas mal décriée et qui pourtant est une épreuve, je trouve, extrêmement intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'une des rares épreuves à avoir cette particularité qu'elle ne se joue pas seulement pendant l'épreuve mais également avant l'épreuve. Ça fait partie de ces épreuves un peu comme le radeau notamment, où il y a une phase pré-épreuve, et là cette phase pré-épreuve c'est la phase d'entraînement qui est importante sur 2 points particuliers. Bon, le premier point évidemment c'est pour les aventuriers qui n'ont jamais pratiqué le tir à l'arc ou très peu,
et qui forcément doivent s'entraîner, doivent régler leur mire pour s'assurer de ne pas être ridicule pendant le challenge. Mais surtout, c'est une phase très importante en termes de stratégie, notamment pour les aventuriers qui savent déjà tirer à l'arc et qui doivent ne pas trop montrer leur qualité au tir à l'arc. C'était notamment le cas d'Alexandra cette saison. On a vu qu'elle avait essayé justement de ne pas trop dire qu'elle avait fait déjà beaucoup de tir à l'arc. Je crois qu'elle avait pratiqué le tir à l'arc pendant 1 an. Mais le fait qu'elle n'ait pas masqué, qu'elle se soit complètement entraînée et qu'elle n'ait pas masqué le fait qu'elle tirait bien, qu'elle avait de la technique, forcément ça lui a été préjudiciable pour l'épreuve. Et on se rend compte que justement il est très important pour un aventurier à ce stade de ne pas montrer toutes ses capacités dans cette épreuve et de camoufler un peu justement ses aptitudes au tir à l'arc. Mais cette épreuve est également extrêmement intéressante pour une deuxième raison, c'est qu'elle révèle souvent aux téléspectateurs, mais aussi et surtout aux aventuriers eux-mêmes, les caractères des différents candidats et également le picking order, comme on l'appelle dans le vocabulaire de Survivor, c'est-à-dire l'ordre d'élimination, ou en tout cas la position des différents aventuriers dans la tribu, et donc elle permet un peu de s'apercevoir voilà, des liens qui existent entre les aventuriers, qui peuvent sembler, en tout cas pour nous, du point de vue du téléspectateur, assez évidents des fois, comme c'était le cas cette année, mais qui ne l'est pas forcément pour les aventuriers eux-mêmes, qui ne sont pas toujours lucides, ou qui n'ont pas vu forcément toutes les images que l'on a vues, et donc qui ne s'aperçoivent pas forcément des liens qui peuvent exister au sein de la tribu, et donc le fait de choisir telle ou telle autre personne pour casser sa flèche, ça peut indiquer à un aventurier voilà, une alliance, ou en tout cas des sous-alliances, un peu comme c'était le cas cette année, et ça a pu voilà, être une goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. Ça a été le cas cette année avec notamment le duo Angélique et Lola, qui a une fois de plus montré son attachement et sa solidité, et c'était vraiment la goutte d'eau qui a permis aux garçons de finalement se révolter et de sortir Angélique. Donc c'est une épreuve qui est non seulement extrêmement intéressante, mais aussi extrêmement importante du point de vue du jeu, qui peut complètement bouleverser une saison. C'était pas la première fois d'ailleurs que cette épreuve précisément change un peu le cours d'une saison. C'était notamment le cas dans Koh-Lanta Palawan. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on a vu Patrick qui s'était énervé contre Marilyn parce qu'elle lui avait brisé sa flèche, et ça avait indirectement, alors il y a d'autres raisons à cela, mais en tout cas ça avait au moins servi d'excuse aux aventuriers pour éliminer Patrick. Au-delà de ça, bon, il y avait aussi d'autres raisons qui n'ont pas forcément été montrées dans le montage, mais en tout cas c'est ce qui nous était présenté comme raison principale de l'élimination de Patrick lors de cette saison, alors que Patrick jusque-là était plutôt bien positionné. Donc c'est tout de même voilà, une épreuve qui est extrêmement importante, qui peut vraiment changer vraiment le cours d'une aventure, notamment de par le fait de choisir tel ou tel aventurier pour briser sa flèche. Pour ce qui est de cette saison en particulier, donc on a eu une Alexandra particulièrement performante. On a vu notamment un flashback de Sam. C'est quelque chose d'assez rare pour être souligné. C'est assez rare qu'on ait des flashbacks de saisons précédentes dans une saison qui n'est pas un All-Star, parce qu'évidemment dans les All-Stars on a des flashbacks, voilà, des exploits précédents des aventuriers qui reviennent. Mais dans des saisons classiques, avoir un flashback sur une autre saison, c'est du quasi inédit, je crois. Enfin, ça a déjà dû arriver dans quelques saisons, mais c'est tout de même très rare. C'est justement lorsqu'il y a des records ou des choses comme ça. Et là, justement, le fait de le souligner avec des images, on n'a pas seulement eu quelques images, on a eu carrément une séquence avec justement Sam qui a été à nouveau glorifié, et ce parallèle qui a été fait entre Alexandra et Sam. Et je pense encore un indice de plus sur le fait que Alexandra a de bonnes chances pour la victoire finale. Je sais que beaucoup ne la voient pas forcément remporter cette saison, mais elle reste pour l'instant, je pense, la favorite, même si effectivement Loïc est très bien positionné. Comme je l'ai déjà dit, je trouve qu'on l'a trop peu vu dans la phase pré-réunification. Alors certes, il a quand même de bonnes chances de victoire, mais si je devais parier, je parierais plutôt sur une Alexandra qui a encore été pas mal glorifiée lors de cet épisode, alors qu'elle a pris des décisions tout de même assez étonnantes justement lors de la phase de brisage de flèches. On a vu notamment qu'elle avait directement éliminé son compagnon de toujours, Loïc. C'était une décision qui était plutôt surprenante, d'autant que c'était sans doute l'un des aventuriers qui était le plus proche d'elle.
Donc que ce soit au niveau stratégique, elle a dit également que c'était le candidat le plus dangereux, alors qu'on l'a pas spécialement vu bien visé, il n'a remporté aucune salve. Bon certes, Alexandra n'a pas laissé l'opportunité puisqu'elle l'a très vite éliminé, mais voilà, il ne semblait pas particulièrement dangereux comparé à une Lola par exemple. Et donc c'était particulièrement étonnant de la voir casser les flèches, d'autant qu'après elle a un peu varié ses stratégies, elle a un peu changé. On a vu que justement une Lola qui elle, bien plus maligne, était parvenue à la manipuler en justement ne cassant pas sa dernière flèche, ce qui lui a donné des remords à casser la flèche de Lola, et donc a permis à Lola d'aller jusqu'en finale. Donc ça c'était plutôt bien joué. On a vu une Lola qui a navigué entre deux stratégies plutôt malignes lors de cette épreuve, à savoir à la fois éliminer les personnes les plus dangereuses, et manifestement donc Alexandra était la personne la plus dangereuse, et en même temps éliminer les personnes avec lesquelles on a le moins d'affinité, ce qui est non seulement malin du point de vue du jeu, parce que forcément les personnes avec lesquelles vous avez le moins d'affinité sont les plus susceptibles, si elles remportent une salve, de casser votre flèche, mais également du point de vue du reste de l'aventure, puisque ces personnes forcément avec lesquelles vous n'avez pas d'affinité ne sont pas en alliance avec vous, et vous ne risquez pas du coup de vous les aliéner, de les énerver, vous ne risquez pas de perdre leur vote au jour final parce qu'en général ils ne voteront pas pour vous, et vous ne risquez pas d'avoir des personnes qui votent en plus contre vous, puisque ces personnes en général, bon, là c'était le cas notamment avec Brice pour Lola, sont des personnes qui de toute façon auraient voté contre vous, que vous les éliminiez ou non. Mais on l'a vu lors de cette épreuve, le fait justement d'éliminer les personnes qui visent le mieux n'est pas forcément la meilleure stratégie, puisque sur un coup de chance, une personne peut mettre la flèche dans le mille. Ça a été le cas justement d'Angélique lors de la finale, qui jusque-là n'avait vraiment rien prouvé, et qui, en l'espace d'une seule flèche, a pu justement gagner cette récompense. Et ce n'est pas une première dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est très fréquent justement qu'on ait quelqu'un qui n'a pas du tout dominé ce jeu, et qui au final remporte ce jeu de confort. Ça avait été le cas, alors c'était des circonstances très différentes, c'était une épreuve qui était post-réunification mais par équipe, si vous vous en souvenez, mais on a vu un peu ce même cas de figure lors de la guerre des chefs, avec justement ce moment mythique où Cindy avait battu Maxime, prof justement de tir à l'arc sur cette épreuve, en mettant justement une flèche proche du centre, et c'était voilà un peu le même profil de personne qui n'avait jamais tiré à l'arc de sa vie et qui était parvenu un peu sur un coup de chance à remporter cette épreuve, en tout cas par équipe. Donc voilà, c'était assez étonnant de voir Angélique l'emporter, mais ça fait partie de ce jeu et ça montre que finalement les capacités prétendues ou réelles des aventuriers ne jouent pas forcément un si grand rôle que ça dans la victoire finale lors de cette épreuve. Et tout ça m'amène forcément à mon troisième point, qui va concerner justement la récompense et le choix d'Angélique. Donc récompense assez étonnante parce que, pour rappel, normalement à ce stade, c'est le cas depuis déjà pas mal de saisons, les aventuriers voient venir leurs proches, et celui ou celle qui gagne cette épreuve gagne la possibilité de passer du temps avec le proche qui s'est déplacé. Cela étant, cela fait maintenant 2 saisons, donc c'est déjà le cas lors de l'île des héros, qu'on n'a pas de proche qui se déplace. Alors est-ce que c'est une manière pour la production de réduire ses coûts, parce que j'imagine que ça doit coûter quand même un peu cher de faire venir en express tous les proches des aventuriers sur place, notamment quand on a des destinations assez lointaines comme c'est le cas justement des Fidji. Est-ce que c'était par exemple parce que l'un des aventuriers n'avait pas de proches qui pouvaient venir? Je ne sais pas franchement, mais bon, en tout cas la production a ressorti pour l'occasion les fameux courriers qui n'avaient pas été distribués lors de l'épisode, si vous en souvenez, des courriers. On avait eu justement l'épreuve avec Dorian et Jody qui finalement n'avaient choisi que de la nourriture. Donc là, la prod a un peu ressorti les courriers pour un peu recréer du drama, et on a eu cette séquence avec une erreur finalement fatale pour la personne d'Angélique, qui a finalement choisi Lola, et qui s'est justifié, mais vraiment de la pire des manières possibles, en disant « j'aurais choisi Alexandra s'il n'y avait pas eu les courriers, et finalement, puisqu'il y a les courriers, je choisis Lola ». Alors non seulement c'était une grosse erreur du point de vue de la perception par les autres aventuriers d'Angélique, puisque le fait de choisir Lola, qui avait déjà participé à tous les conforts depuis la réunification, je pense d'ailleurs que c'est même quelque chose d'inédit, un aventurier ou une aventurière qui participe à tous les conforts post-réunification, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je pense que voilà, Lola détient ce record, mais le fait est que voilà, c'était
quelqu'un qui avait déjà bénéficié de beaucoup de confort, et donc le fait de la choisir forcément, ce n'était pas très fair-play, disons, du point de vue des autres. Mais surtout, ça a vraiment renforcé l'idée que ce duo était décidément inséparable et que les autres aventuriers étaient très en danger, notamment du point de vue de l'épreuve des poteaux, si les deux aventurières arrivaient jusqu'au poteau. Donc imaginez si on se met à la place d'un Dorian ou d'un Loïc, vous vous retrouvez au poteau face à Lola et Angélique, vous êtes certain que si vous ne remportez pas les poteaux, vous ne serez pas choisi. Et donc forcément, ça les a incités à briser ce duo. Et c'était donc un très mauvais choix stratégique. Mais le fait, en plus de rajouter par-dessus ça, de remuer le couteau dans la plaie avec justement le courrier, c'est une grosse erreur parce qu'évidemment, Alexandra répond mais moi j'ai des enfants et c'est sûr parce que bon, elle est bien gentille hein, Lola, hein, mais entre avoir une photo d'un de ses neveux et des nouvelles de ses propres enfants, je pense que c'était quand même Alexandra qui passait en priorité, donc bon, ce n'est pas forcément un critère pour choisir sur cette épreuve, mais quitte à invoquer ce critère, autant que ce critère soit pertinent, et là il ne l'était pas du tout, pour le coup justement, si on devait choisir sur ce critère, ce serait plus Alexandra qui passerait en priorité. Ensuite on a vu qu'Angélique essayait de se rattraper en disant qu'elle avait une dette envers Lola, ce qui était déjà un peu plus logique, mais voilà, le mal était fait, et très franchement, à l'issue justement de cette épreuve de confort, je me suis même demandé si Alexandra n'allait pas finalement voter contre Angélique, alors ça ne s'est pas produit, mais à mon avis ça a aussi participé au renversement qu'on a vu, parce que voilà, le fait d'autant montrer qu'on avait un lien particulier entre Angélique et Lola, même si on le savait déjà du point de vue du téléspectateur, et même si les aventuriers le savaient sans doute déjà, ça a encore renforcé cette idée-là, et ça a renforcé forcément les désirs de mutinerie de la part des garçons qui se sont finalement concrétisés en fin d'épisode. Quatrième point, et donc c'est la mutinerie justement des garçons. Les garçons se rebiffent et décident enfin de s'allier pour briser ce fameux duo qui est très dangereux depuis le début de la réunification et qui enfin a l'opportunité d'être brisé, puisque pour rappel, donc Brice a un double vote suite à l'élimination de Ava, ce qui leur permet tout simplement d'éliminer à 3 et donc à 4 voix qu'ils veulent, puisqu'avec 4 voix ils ont forcément la majorité. La seule difficulté étant forcément que Lola ait un collier et qu'elle puisse le donner à Angélique. Donc les garçons élaborent un plan, l'idée étant évidemment que ni Lola ni Angélique ne remportent l'immunité, puisque dans ce cas-là, l'autre personne du duo aura le collier pour se protéger. Et donc les garçons élaborent ce plan, et enfin on a un plan qui fait sens, qui est logique pour les 3 garçons, c'est vraiment dans les intérêts de tous, alors de Brice évidemment pour se sauver de l'élimination, mais également de Loïc et de Dorian, puisque ces deux-là ont beaucoup plus de chances de remporter la saison à présent, maintenant que ce duo a été brisé, et donc maintenant que ce duo ne se choisira pas mutuellement, notamment au poteau, c'est vraiment une chance bien plus grande pour les garçons d'aller plus loin dans l'aventure, d'autant que Brice, qui était l'autre personne menacée, n'est pas une grosse menace du point de vue des votes au jury final, donc c'est vraiment une opportunité qu'il fallait saisir, qu'ils ont saisi, c'est bien de le signaler parce que c'est assez rare cette saison, il y a assez peu d'opportunités de cet ordre-là qui ont été saisies, et enfin ces 3-là se sont motivés justement pour renverser le jeu. C'était bien joué, c'était bien mené, on a vu que durant tout l'épisode, voilà, ils ont joué la comédie, notamment Brice, Brice que j'ai assez apprécié, que j'apprécie de plus en plus au fil des épisodes, je trouve. Il a des réflexions stratégiques de plus en plus intéressantes, notamment au début de l'épisode, on a vu voilà qu'il critiquait beaucoup le choix, notamment de Dorian et aussi de Loïc, de ne pas se retourner contre les filles. Donc on a vu qu'il avait vraiment une certaine perspicacité et qu'il analysait bien le jeu, et donc les 3 garçons finalement se sont alliés pour éliminer Angélique. Alors certes, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est intervenu très tôt dans l'épisode, donc forcément on se doutait ensuite un peu du déroulement de l'épisode, mais ça a donné tout de même un épisode plutôt satisfaisant avec ce qu'on pourrait appeler un karma edit, c'est-à-dire des aventuriers, en l'occurrence 2 aventurières qui se sentent vraiment hors de portée, qui se sentent déjà en finale, qui pensent que leur alliance est solide, qui font sans doute preuve d'un peu trop de confiance, même peut-être on pourrait dire un peu d'hubris, et qui finalement finissent par se faire sortir, en tout cas pour l'une d'elles, à savoir Angélique. Donc c'était, malgré le fait que ce soit assez prévisible, assez satisfaisant de voir ce plan se dérouler à la perfection jusqu'à l'élimination d'Angélique. Voilà, la surprise qui a en plus très bien réagi, bon j'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, c'était un coup qui était, je trouve, rondement mené.
Cinquième point, et on va parler brièvement de l'épreuve d'immunité, un grand classique à ce stade du jeu, à savoir l'équilibre sur l'eau, qui a été un peu remanié lors de cette saison, puisqu'elle a été mixée, cette épreuve, avec une autre épreuve un peu classique de Koh-Lanta, à savoir le labyrinthe. Alors c'est en général justement une partie d'épreuve, une partie qui intervient juste sur la fin d'une épreuve, donc en général les candidats sont liés à une corde et doivent se libérer à la fin justement avec ce fameux labyrinthe. C'est une épreuve notamment qu'on avait eue à ce stade dans Johor. Si vous vous rappelez, c'était comme ça que c'était sauvé Melissa. Et donc c'était une manière justement de mixer deux épreuves qui interviennent en général à ce stade et d'ajouter un peu d'incertitude à la fin de l'épreuve, parce que là on a vu que voilà, si ça s'était joué uniquement sur l'équilibre, il n'y avait aucun doute sur le fait que Loïc gagne. Avec cette partie justement de labyrinthe, il y avait un peu plus d'incertitude. On a vu que Dorian revenait bien sur Loïc justement sur la partie du labyrinthe, mais Loïc l'a tout de même emporté. Alors je dois avouer que je suis quand même dubitatif sur le fait d'avoir rajouté ce labyrinthe, parce que bon, certes, ça rajoute un peu de suspense et d'incertitude, mais d'un autre côté, je trouvais que ça ne se mariait pas bien avec le reste de l'épreuve. Je trouve qu'il manquait voilà ce côté liant entre la première partie justement d'équilibre sur l'eau et la deuxième partie de labyrinthe. Je trouve que ça faisait un peu voilà une deuxième partie qu'on avait apposée là sans réel lien avec la première, et donc ça manquait un peu voilà de cohérence et de liant dans toute l'épreuve. Cela étant dit, bon, ça a tout de même donné une épreuve plutôt divertissante, avec une finale à 3 voilà masculine. C'était la première fois de ce Koh-Lanta où les femmes ont globalement dominé, que voilà les hommes reprenaient la main sur une épreuve. Il faut dire que c'est un Koh-Lanta quand même, on a eu assez peu d'épreuves purement sportives, purement physiques. On a eu beaucoup justement d'épreuves un peu plus de concentration, ou des épreuves de réflexion avec des puzzles, etc. Qui favorisaient peut-être plus les filles, ou en tout cas plus par exemple une Alexandra. Même s'il y a aussi des épreuves physiques qui ont été remportées par des filles, je ne veux pas non plus dénigrer les performances féminines. On a vu notamment Alix ou Lola performer dans ce genre d'épreuves. On a eu un Koh-Lanta avec assez peu d'épreuves physiques, assez peu d'épreuves de résistance également. On n'a pas eu les paresseux, ça faisait je pense un petit moment qu'on n'avait pas eu de saison sans les paresseux, donc c'était assez aussi étonnant de ne pas retrouver cette épreuve. Mais là voilà, une épreuve classique de Koh-Lanta, une belle victoire de Loïc, qui était franchement méritée. J'étais très content de le voir gagner le totem. C'est un candidat qui n'est pas forcément très intéressant à suivre, puisqu'il est très sympathique, mais voilà, qui ne crée pas de vagues globalement, mais c'est voilà quelqu'un qu'on ne peut pas détester, quelqu'un qui est très sympathique et qui est sans doute l'un des candidats avec le meilleur social cette saison, même peut-être le meilleur, en dehors évidemment de Bertrand Camel, qui est hors catégorie je pense sur cette partie sociale. Sixième point, et on va s'intéresser au segment sur le miroir et la balance, un segment classique à ce stade de Koh-Lanta. C'est une séquence qui peut être vraiment choquante. Alors elle est certes divertissante du point de vue du téléspectateur, parce que c'est toujours étonnant de voir un peu le changement physique des aventuriers entre le début de l'aventure et la fin de l'aventure, voir vraiment l'effet de l'aventure sur les corps. Et une nouvelle fois, pour tous les gens, ils sont nombreux encore aujourd'hui à croire que Koh-Lanta est truqué. C'est une manière de montrer que Koh-Lanta n'est définitivement pas truqué, parce que quand vous perdez comme ça une dizaine de kilos, on a vu une personne par exemple comme Lola, qui était déjà très fine de base, perdre plus de 10 kilos, c'est tout de même impressionnant, et c'est même plutôt terrifiant je pense pour certains des aventuriers. Et on a vu notamment cette séquence qui m'a, je dois l'avouer, assez touché, de Brice, qui était très choqué de voir son corps, de se voir avoir perdu autant de poids, avoir perdu plus de 10 kilos, lui qui était déjà très maigre, très sec, et c'était assez choquant. Ça m'a rappelé une séquence dans la guerre des chefs justement, où Maud aussi avait été bouleversée en se voyant dans le miroir, en se voyant aussi maigre. Elle n'avait vraiment pas apprécié son corps. On l'avait vu pleurer justement sur cette perte de poids qui certainement est assez choquante pour les aventuriers, puisqu'ils n'ont pas l'occasion de se voir dans des miroirs, et donc ils se voient encore comme ils étaient avant de partir dans l'aventure, et ils ont le choc de se retrouver face à leur image après avoir enduré quasiment 40 jours de survie. Et là on a eu un peu la même séquence avec un Brice justement qui se trouvait complètement défiguré et complètement décharné, et forcément c'était quelque chose d'assez touchant du point de vue de cette séquence des miroirs et de la balance.
Septième point, et on va parler du conseil, et c'est un cas de figure qui est finalement assez rare dans l'histoire de koh. Ça arrive une ou deux fois par saison, mais c'est assez intéressant de le souligner. C'est quand le téléspectateur est directement complice des votes, quand le téléspectateur sait plus ou moins ce qu'il va se passer, même si on a eu un peu un faux suspense de la prod, voilà, sur la décision qu'allait prendre Dorian. Je pense que tout le monde était plus ou moins conscient qu'au final, Dorian allait choisir son pote Brice plutôt qu'Angélique, qui n'était finalement, comme il l'a dit lui-même, que l'allié de son allié. Et donc finalement, il a choisi Brice, ça je pense que tout le monde s'en doutait plus ou moins, mais ce qui était vraiment intéressant dans ce conseil, ce n'est pas tant la décision finale et donc le départ d'Angélique, mais bien de voir justement quelles allaient être les réactions des différents candidats. Mais avant ça, on va s'intéresser d'abord au conseil en lui-même, qui a participé à ce karma edit dont je parlais précédemment, avec des filles voilà, bien trop sûres d'elles, une Angélique, je ne sais plus si c'était Angélique ou Lola qui a dit ça, mais il me semble que c'était Angélique qui disait que voilà, les garçons étaient complètement à la ramasse sur le plan stratégique. Voilà, c'est typiquement digne d'un karma edit, ça, voilà, le fait de justement se montrer très sûr de soi, c'est une forme d'orgueil et d'hubris qui en général est rapidement punie. Elle n'a pas manqué du coup, puisque 5 minutes plus tard, elle était en dehors de l'aventure. Et donc c'était voilà assez intéressant de voir les filles très sûres d'elles. Alors certes, elles ont vraiment dominé la saison sur le plan stratégique, que ce soit d'ailleurs Lola ou Angélique, parce qu'on a tendance à beaucoup mettre en avant Lola, et c'est le montage forcément qui met beaucoup en avant Lola. On comprend maintenant pourquoi, puisque Lola est en finale, ce qui n'est pas le cas d'Angélique, mais je pense que le montage a pas mal justement diminué l'importance d'une Angélique, alors que c'est vraiment un duo, et on voit qu'une Angélique est assez froide, assez calculatrice, ce qui est plutôt une qualité du point de vue de la stratégie, alors que Lola résonne beaucoup plus à l'affect. Donc je pense justement que Lola n'aurait pas été aussi loin sans Angélique. Alors certes, Angélique n'aurait sans doute pas atteint ce stade de l'aventure sans Lola et sans ses colliers, mais Lola aurait sans doute aussi eu beaucoup plus de mal sans Angélique, puisque Angélique était un peu la tête froide, la tête pensante du duo, permettant d'un peu tempérer justement le côté très résonnant à l'affect de Lola, et donc une Angélique était beaucoup plus importante que ce qu'on peut penser dans ce duo. Mais là, malheureusement, les deux ont vraiment fait preuve de beaucoup trop d'orgueil, se penser vraiment en sécurité dans leur alliance. On a vu que les deux étaient beaucoup trop sûrs d'elles, et on a vu que l'erreur de Lola d'avoir révélé le collier lors de l'épisode précédent s'est vraiment retournée contre elle lors de cet épisode, même si bon, les garçons n'ont pas poussé le vice jusqu'à aller récupérer le collier directement. Ils ont été jusqu'à monter une stratégie dans le dos de Lola pour éliminer sa pote. Et je pense que Lola a commis encore une grosse erreur stratégique dans cet épisode, qui était de ne pas donner le collier à Angélique, parce que très franchement tout le monde devait penser qu'elle allait jouer le collier, même si Dorian, et c'était très malin je trouve, a dit qu'il allait voter contre elle, et je pense que inconsciemment, même si évidemment avec une seule voix vous ne pouvez pas être éliminé, mais inconsciemment je pense que ça a incité Lola à jouer son collier, d'autant que pour le coup si Brice votait également contre elle, et que Brice avait d'aventure un collier, c'était elle qui sortait, donc c'était plutôt risqué pour elle dans ce cas de ne pas jouer son collier. Donc on peut imaginer voilà que il y a un peu ça qui a dû trotter dans sa tête au moment de jouer le collier, mais je pense qu'elle aurait pu tenter le coup de bluff. Alors certes c'était vraiment risqué à l'approche de la finale, mais elle aurait pu tenter le coup de bluff et donner le collier à Angélique. Elle ne l'a pas fait, et malheureusement ça a coûté la place d'Angélique lors de ce conseil. Huitième et dernier point, on va rapidement parler des réactions des différents candidats à la fin de ce conseil, et notamment les réactions donc des deux compatriotes du Nord, à savoir Angélique, l'éliminée, et Lola. Et il y a eu une vraie différence de classe, je trouve, entre les deux. Angélique l'a vraiment très bien pris son élimination, enfin aussi bien qu'on peut prendre le fait d'être éliminé juste avant la finale. Elle a tout de suite reconnu que c'était une erreur stratégique de sa part, notamment de ne pas avoir fait attention aux garçons, de ne pas avoir pensé que les garçons puissent mener ce genre de coup stratégique. Donc elle est vraiment sortie, je trouve, avec classe, justement en reconnaissant le beau coup de bluff qu'avaient fait les garçons, et ça c'était vraiment tout à son honneur. En revanche, j'ai trouvé Lola, bon c'était peut-être sur le coup de la colère, mais je l'ai trouvé justement moins classe, à tout de suite se retourner vers Dorian et à trouver qu'il l'avait trahi. Je ne pense pas que c'était forcément la meilleure réaction, alors je pense que un peu comme elle l'avait fait avec Brice,
où elle avait été d'ailleurs beaucoup plus virulente. Elle va sans doute s'excuser le lendemain auprès de Dorian, mais c'est vrai que ces deux-là étaient tout de même proches, même si on l'a pas forcément vu lors de l'aventure. On voyait justement dans leurs propos que justement Dorian et Lola sont plutôt proches. On sentait que Dorian, c'était un peu un cas de conscience pour lui d'éliminer Angélique, parce qu'il est assez proche de Lola, il avait l'impression de la trahir. C'est un peu comme ça que l'a ressenti aussi Lola, mais je pense que voilà, elle va passer outre, même si il est certain que maintenant elle a moins de chances de remporter l'aventure, maintenant qu'elle n'a plus Angélique à ses côtés, car elle n'a plus de très grand allié dans l'aventure. Alors elle a peut-être Alexandra qui s'entend bien avec elle, mais voilà, elle n'a plus de grand allié comme elle pouvait avoir avec Angélique, qui était par exemple certaine de la choisir si elle remportait justement les poteaux. Et Angélique, je pense, était, alors je ne sais pas si c'était conscient ou non pour Lola, mais elle était aussi un peu sa goat, donc dans le vocabulaire de Survivor, hein, pour expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une goat, c'est quelqu'un qu'on emmène justement jusqu'en finale, en pensant qu'on a toutes les chances de remporter la victoire face à elle. Et je pense effectivement que Lola, en emmenant Angélique en finale, avait toutes les chances de remporter l'aventure. Donc en cela, Angélique était un peu la goat, c'est-à-dire la chèvre en fait de Lola dans cette aventure, et donc celle qui détenait finalement la clé des 100 000 € et de la victoire finale pour Lola. Maintenant qu'elle n'est plus là, ça va être très compliqué pour Lola de remporter la victoire finale. Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement appréciée dans le jury final, même si elle a déjà quelques voix acquises, notamment Fabrice et Angélique. Je pense que ce sera compliqué pour elle de réunir les suffrages nécessaires à sa victoire, quel que soit son adversaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce long débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, et n'hésitez pas à faire vos pronostics pour la finale. Quels sont les aventuriers que vous voyez perdre à l'orientation, quel est l'aventurier ou l'aventurière que vous voyez perdre au poteau, et quels sont pour vous les deux finalistes et le vainqueur ou la vainqueur finale. Je vous invite à me laisser tout ça en commentaire. Je vous invite également à liker la vidéo, à partager si elle vous a plu, et évidemment à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux débriefs. Ciao à tous.